Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Philippe Labrec, chroniqueur géopolitique, et qui s'interroge sur notre avenir dans une dizaine d'années avec les précautions que réclame toute interprétation. Avancées technologiques fulgurantes, conflits intercommunautaires ou encore grande dépression, le portrait risque d'être passionnant pour le dire gentiment. Mais tout d'abord, je suis en compagnie de Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM, dont les recherches portent sur la démocratie et le populisme. Il évoque le projet de loi du gouvernement Legault censé définir une nouvelle politique québécoise d'intégration des nouveaux venus. Quels en sont les tenants et aboutissants, les percées et les ambiguïtés? Bonjour Philippe Lorange. Bonjour. Oui, c'est un sujet en or pour vous, j'imagine, parce que vous étudiez en, en sociologie. Ce sont des choses qui vous avez le nez dedans, quoi. Oui, ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup à la culture québécoise et l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, c'est le genre de loi qu'on attendait depuis quelques années. Et il y avait déjà des rumeurs qui circulaient comme quoi il y avait un projet de loi du même genre qui était en circulation, qui allait sortir un jour. Et donc là, finalement, il est sorti. Et comme on voit, il y a comme 7 grands principes qui sont sortis, qui portent notamment sur la culture québécoise comme culture commune, également le français comme langue commune. Comme on sait, c'est quelque chose de très important au Québec. On pense à la laïcité de l'État, l'égalité homme-femme, les lois qui passent avant la religion. Donc, selon moi, c'est des principes qui sont pas mal fondés sur certains gros bons sens, comme dirait Pierre Poilievre. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez consensuel pour le moment. Mais les valeurs québécoises, on se heurte toujours à cette question-là. Quand le Parti québécois avait voulu faire sa charte des valeurs québécoises, c'était encore une fois la laïcité, l'égalité homme-femme. Enfin, c'était, je veux dire, beaucoup de pays ont ces valeurs-là. En quoi sont-elles québécoises? C'est une bonne question. Mais c'est sûr que là, je pense que la loi sur l'intégration, ce qui fait que ça peut être spécifiquement québécois, par rapport au reste de l'Amérique du Nord, c'est notamment la laïcité. Parce que, par exemple, le mot laïcité n'existe même pas en anglais. Donc, vrai. Le Canada anglais a un mode de gestion de l'intégration qui est très, très différent, qui est le multiculturalisme. Les États-Unis, c'est autre chose également. Également, la langue française, comme on sait, c'est ça qui nous distingue du reste des Amériques. Donc, après, l'égalité homme-femme, c'est sûr que c'est quelque chose d'occidental et qu'on retrouve également dans d'autres pays en dehors de l'Occident. Mais pourquoi on le précise? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu certaines problématiques au fil des années concernant l'égalité homme-femme venant de certaines communautés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui... On envoie le message que la société québécoise a certaines valeurs importantes et qu'elle compte les garder au fil du temps. Et cette initiative, donc, est-ce qu'elle vise à clarifier les choses? Parce qu'on a l'impression que c'est une patate chaude qu'on se passe de gouvernement en gouvernement. Il y en a qui proclament leur intention de définir les choses, de mettre les points sur les i, etc. Et finalement, ça accouche tout le temps d'une souris ou d'un document un peu édulcoré ou d'une réflexion un petit peu fuyante. Et là, est-on vraiment en train de définir les termes du problème, à votre avis? Oui, je dirais que ça clarifie les choses. Après, justement, avec la question que vous me posez, vous pouvez penser quelque chose, c'est que le Québec n'a pas une citoyenneté. Donc, nous sommes des citoyens canadiens, mais nous ne sommes pas des citoyens québécois. Il n'y a pas de citoyenneté québécoise. Donc, ce que ça signifie, c'est que pour un nouvel arrivant, il se dit, moi, j'arrive au Canada, c'est ça le pays. C'est sûr. Et si je deviens citoyen, je deviens citoyen canadien, et il y a une cérémonie de citoyenneté qui est canadienne. Donc, on envoie constamment le message au nouvel arrivant qui est arrivé au Canada, il va devenir un Canadien. Donc, si le Québec se dote d'une loi sur l'intégration, mais n'a pas de citoyenneté comme telle, et n'a même pas de constitution non plus, mais là, ça s'en vient, ça aussi, mais c'est sûr que le nouvel arrivant, lui, il dit, moi, ce que je constate, c'est que les lois qui priment ici, c'est d'abord la loi du Canada. C'est ce pays-là qui m'a accueilli avec une citoyenneté, avec une constitution, une charte des droits. Alors, oui, le Québec peut se doter d'une loi sur l'intégration en essayant de clarifier les choses, en disant, voilà ce que nous attendons d'un nouvel arrivant s'il veut s'intégrer. Mais si le Québec n'a pas un pouvoir de donner la citoyenneté, pourquoi est-ce qu'un nouvel arrivant, même s'il y a cette loi-là, pourquoi est-ce qu'il ferait l'effort d'intégration tel que souhaité par le gouvernement? Donc, il faudrait davantage clarifier les choses, je crois. On clarifie, est-ce que ça vous semble suffisant, Philippe Lorange, ce nouveau modèle d'intégration nationale? Mais en tout cas, on sait qu'il y a un grand débat sur les modèles d'intégration qui est présent depuis peut-être une trentaine d'années en Occident. Si on peut les nommer un peu rapidement. Par exemple, si vous allez à l'université, on va vous dire il y a juste 2 modèles en conflit ou en débat. Puis on nous dit c'est le multiculturalisme canadien ou l'interculturalisme québécois. Dans les faits, il y a environ 4 modèles. J'essaie de dire
détaillé. Mais bref, le multiculturalisme du Canada, qui a été adopté par Pierre Trudeau il y a une quarantaine d'années, c'est l'idée que, le nouvel arrivant n'a pas vraiment faire un grand effort d'intégration, sinon de respecter les lois. Et donc, il peut tout à fait se replier sur sa communauté, ne pas vraiment faire un effort d'intégration à une société d'accueil, à une identité nationale. Donc, ce que ça fait, ce multiculturalisme, c'est que ça développe des communautarismes. Donc, ça fait c'est le modèle britannique aussi, non? Oui, c'est sûr. Donc, ça forme des communautarismes. Donc, parfois, c'est le meilleur modèle pour le vivre ensemble. Mais il y avait déjà eu un ministre français qui avait dit, en fait, c'est plus de vivre côte à côte. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas vraiment entre communautés. C'est des communautés qui sont repliées sur elles-mêmes et elles n'ont pas de pont entre elles. Alors, c'est intéressant. Oui, pardon. Pardonnez-moi, Philippe, mais c'est intéressant parce que Pierre Trudeau avait conçu ce multiculturalisme avec des penseurs notamment comme Ramsay Cook, qui était un penseur, je pense, de l'Ouest. Et lui, il avait du Manitoba, je pense, il avait en tête le multiculturalisme, ou tel que le réclamaient les immigrés polonais ou ukrainiens qui étaient assez nombreux, qui arrivaient assez nombreux dans les prairies. L'idée de multiculturalisme englobant, en allant beaucoup plus loin avec des cultures qui sont tout à fait autres qu'occidentales, non chrétiennes de foi ou de culture, des mondes complètement qui avaient leur propre logique de développement, si vous voulez. On ne pensait peut-être pas trop à ça. Je veux dire, ces immigrants-là sont venus pas mal plus tard que la première conception, la première mouture de l'idée multiculturelle. Vous ne pensez pas? Oui, c'est très bien dit. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un angle mort dans nos réflexions. C'est-à-dire, vu qu'on est très fixé sur l'idée que toutes les cultures sont égales et ont la même valeur. Ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Absolument, oui. Mais l'affaire, c'est que, justement, comme vous le dites, au départ, le Canada accueillait des migrants qui venaient de la même civilisation. Et comme vous dites, il y avait le même héritage religieux et donc culturel. Oui. Donc, l'intégration est beaucoup plus facile. Intégrer des Polonais, des Ukrainiens, c'est beaucoup plus facile que des gens qui viennent d'autres civilisations. Je ne veux pas dire qu'on doit... des gens d'Afghanistan ou du Malawi ou que sais-je. L'effort d'intégration est beaucoup plus grand de part et d'autre. Exactement. Puis d'ailleurs, quand je précise ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait fermer nos portes à toutes les civilisations, excepté l'Occident. Mais simplement, comme vous le notez, justement, il y a une plus grande difficulté. Et donc, si on adopte un modèle multiculturaliste dans un contexte où l'immigration est facilement intégrable, c'est sûr qu'à la limite, on peut dire que ça peut fonctionner. D'autant plus que, par exemple, on sait que dans le cas des Polonais et des Ukrainiens, ils ont des langues anglotropes, qui signifie que leur langue est plus proche de l'anglais que du français. Donc, pour le Canada anglais, c'est beaucoup plus facile de les intégrer parce que ces gens-là adoptent l'anglais plus facilement. C'est facile de s'assimiler à l'anglais. Pourtant, pardonnez-moi, mais les Slaves parlaient majoritairement français au 19e siècle ou même sous le blocus communiste. Je veux dire, on était anglotrope ou francotrope. Je veux dire, c'était une question d'attirance et de prestige d'une culture. On était davantage en francophile qu'anglophile du temps communiste. Ça se peut très bien. Oui, c'est très possible, mais c'est-à-dire que moi, je me fie, par exemple, aux travaux de Frédéric Lacroix et d'autres. Par exemple, je pense à toutes sortes de textes qui sont publiés dans l'Action nationale qui disaient justement ils ont fait une liste de langues qui sont anglotropes et une liste de langues qui sont francotropes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle langue est plus proche de l'une ou l'autre. Et par exemple, je me rappelle très bien, le polonais, c'est une langue qui est anglotrope, donc qui est plus proche de l'anglais que du français. C'est par exemple, l'espagnol est plus proche du français que de l'anglais. Ben oui, c'est une langue latine, ça on comprend. Les hispanophones auront plus tendance à se franciser comme tel. Mais c'est ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, c'est clair. On sait que les Mexicains sont plus proches de l'anglais, par exemple. Ben oui. Mais, par exemple, c'est ça, le multiculturalisme, c'est un modèle qui peut peut-être fonctionner pour le Canada anglais, mais pour la société québécoise, c'est autre chose. Et justement, à l'université, on nous dit, le Québec, c'est pas le multiculturalisme, c'est l'interculturalisme. Et là, alors justement, le multiculturalisme, interculturalisme, pour moi, on joue sur les mots, c'est tout. Quelle était la philosophie derrière? Je pense que c'est un peu la même chose également. Après, Gérard Bouchard, qui est comme un peu le grand défenseur de ce modèle-là au Québec, va dire non, il y a une différence, puis il a écrit des livres là-dessus. Et donc, dans son livre, l'interculturalisme, si je me souviens bien, évidemment, de toute ma lecture, Gérard Bouchard disait, moi, en fait, je considère qu'il y a une société québécoise avec un héritage national, une culture, et donc le nouvel arrivant est appelé à s'intégrer à cette culture-là. Donc, jusqu'à un certain point, quand on lit Gérard Bouchard, en principe, en théorie, on s'imagine qu'il veut vraiment une intégration à la collectivité québécoise. Mais par la suite, quand il donne son avis sur différents accommodements raisonnables, différentes situations qui ont eu lieu au Québec,
il a pratiquement toujours la même position que Charles Taylor, avec qui il a fait sa fameuse commission sur les accommodements raisonnables. Donc, au final, en théorie, il se donne une autre position en disant « Non, moi, je considère qu'il y a une nation à laquelle il faut s'intégrer. » Mais par la suite, quand il s'agit de l'appliquer concrètement, il a à peu près le même genre de philosophie que le multiculturalisme. Donc, c'est une critique qui est souvent vue dans les débats, dans les discussions, et avec laquelle j'adhère, c'est-à-dire que l'interculturalisme, comme vous dites, semble simplement jouer avec les mots, avec le multiculturalisme. Il n'y a pas aussi le juriste Guillaume... Pardonnez-moi, finissez votre... Pardon, je vous ai coupé encore une fois. Non, je voulais juste dire, c'est pourquoi je pense qu'il y a deux autres modèles sur lesquels on pourra revenir, qui sont l'assimilation à la française ou la convergence culturelle à la québécoise. On va y revenir. Je reviens à cette histoire d'interculturalisme. Il n'y a pas Guillaume Rousseau, le juriste, qui s'est prononcé publiquement sur ces questions-là aussi, et de façon assez éloquente, non? Oui, Guillaume Rousseau, justement, qui est donc professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qui intervient très souvent dans l'espace public, qui a notamment travaillé sur des projets de loi sur la Coalition Avenir Québec. Lui, il a déjà dit dans des écrits, dans des interventions, que quand on étudie, par exemple, il avait déjà dit que le Canada anglais voit l'interculturalisme comme le multiculturalisme version québécoise. Donc, autrement dit, c'est comme si le Canada anglais ne considérait pas vraiment ce modèle interculturaliste comme si différent que ça de ce qui se fait ailleurs au Canada anglais. C'est comme si pour eux, c'est juste une autre manière de nommer les choses. Donc, ce que disait Guillaume Rousseau, c'est que finalement, c'était pas vraiment un autre modèle, c'est juste une autre manière de nommer multiculturalisme. Et c'est pourquoi Guillaume Rousseau, lui, prône plutôt la convergence culturelle, qui s'apparente beaucoup au projet de loi qui est déposé par M. Roberge. On y reviendra. Vous avez mentionné un peu la France, un peu en clin d'œil, Philippe Lorange. Et donc, la France, elle semble avoir une philosophie beaucoup plus musclée, non, face aux nouveaux venus? Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est l'assimilation. Donc, l'assimilation, on peut l'entendre de différentes façons. Mais la définition qui revient plus souvent, c'est de dire le nouvel arrivant doit presque effacer son passé pour devenir pleinement membre de la nouvelle nation. Donc, pour devenir pleinement français entièrement. Et pour donner ce seul exemple, par exemple, on sait que Éric Zemmour, donc président de Reconquête, avait déjà fait des scandales en disant il faut que les gens aient un prénom français. Donc, quand vous arrivez ici, vous devez changer de prénom pour avoir un prénom français. Après, on sait qu'il est revenu par la suite sur cette opinion-là, qui n'est pas aussi intransigeant qu'il l'était auparavant. Mais c'est juste un exemple pour donner que dans l'idée de l'assimilation française, de cette tradition assimilatrice, il faut le plus possible que le nouvel arrivant efface qui il est au départ, son héritage de sa collectivité de départ, pour se fondre complètement dans la nouvelle nation. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on soit pour ou contre ce modèle-là, est-il possible à notre époque? Moi, je crois que c'est quand même assez difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on a la mondialisation. Donc, les gens peuvent tout à fait rester connectés avec leur culture d'origine. Ils peuvent continuer d'écouter leur musique d'origine, d'écouter des séries télé, des films, de rester en contact continuellement avec leur famille qui est restée au pays. Absolument. Donc, c'est très facile pour un nouvel arrivant de rester connecté sur son pays d'origine, alors qu'à l'époque où Éric Zemmour était plus jeune, il n'y avait pas Internet. Donc, les gens n'avaient un peu pas le choix. Quand ils ouvraient la télé, c'était la télé française. C'était pas nécessairement aussi facile de communiquer avec les gens de notre pays d'origine. Tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus facile de prôner l'assimilation. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que vous dites, c'est que faire société maintenant est plus difficile que naguère à cause des avancées technologiques, justement. On communique de plus en plus. Je sais pas on ne communique pas mieux, mais on communique plus. Et ça a une incidence forcément sur le fait de faire un. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair qu'avec les technologies, en effet, comme vous dites, on communique plus, davantage. Et en effet, les technologies vont nourrir ce souci de préserver son héritage de son pays d'origine. Et justement, ça fait partie des valeurs, en ce moment, ça fait partie des valeurs qui sont présentes depuis peut-être une trentaine d'années. L'idée qu'il faut prôner la diversité, il faut garder les cultures d'origine, certaines valeurs d'origine. Donc, ça fait partie des valeurs qui sont courantes en ce moment. On sait que, par exemple, que Jacques Beauchemin, sociologue québécois, avait déjà fait un livre là-dessus, intitulé La société des identités. Donc, autrement dit, on a différentes identités. On n'est plus comme avant, avec juste, on est purement québécois, puis ça finit là. Aujourd'hui, les gens veulent avoir différentes identités, ils veulent prôner une certaine diversité. Donc, on ne peut pas absolument balayer du revers de la main ce souci de préserver un héritage de son pays d'origine, de conserver une certaine diversité. Alors, peut-être que le Québec... Oui, pardonnez-moi, allez-y. Pas de problème. Non, je voulais juste dire, en ce sens, c'est là que le Québec apporte son modèle, qui est la convergence culturelle. Donc,
Donc, l'idée que le nouvel arrivant fait d'abord un effort d'intégration. Comme vous dites, il faut faire un. Il faut qu'il y ait une certaine unité nationale. Donc, il faut quand même qu'il y ait un effort d'intégration de la part du nouvel arrivant. Mais en même temps, en raison des valeurs de l'époque, on comprend que le nouvel arrivant veut garder sa culture d'accueil, sa culture d'origine. Et à ce moment-là, le Québec, par exemple, s'enrichit de la culture qu'amènent les autres nouveaux arrivants. Donc, c'est l'idée qu'il y a comme un contrat mutuel. Donc, c'est cette idée qui a déjà été formulée par le sociologue Fernand Dumont il y a déjà une quarantaine d'années. Et donc, je pense que Jean-François Roberge et Guillaume Rousseau, par exemple, ne font que reprendre cette idée-là au fil du temps. Il y a quand même la question, pardonnez-moi, mais il y a un mot qu'on n'entend jamais, que j'aimerais bien entendre dire dans la bouche des politiques et des penseurs ici au Québec, la question de la préséance. C'est-à-dire qu'il y a une culture d'accueil. C'est aussi simple que ça. Et puis, je vais chez des gens qui m'invitent, ou je m'installe chez des gens, ou je réponds à un besoin en main-d'œuvre, ou en ci ou en ça, de ces gens-là, etc. Eux, ils étaient là avant moi. Je veux dire, ça a l'air un peu idiot ou simpliste à dire, ou c'est pas du tout méchant, mais oui, j'étais là avant, donc, comment dirais-je, j'ai préséance sur toi. Alors là, après, on nous dira, alors vous avez pas fait cette chose-là avec les autochtones, et on peut revenir à l'infini. On peut remonter à l'infini. Qui définit l'espace d'accueil? Tout à fait, mais c'est une excellente question. Puis comme vous dites justement, la question de la préséance, mais c'est comme si aujourd'hui il y a quasiment une censure sur cette question-là, parce qu'on est, c'est comme je disais plus tôt, on est tellement dans l'idée d'égalité qu'on dit, non, mais tous les citoyens sont absolument égaux. Ce qui est vrai parfaitement en droit, en droit, discrimination. Mais justement, pour ce qui est de définir la culture commune, c'est tout à fait normal que la collectivité qui a bâti la société sur le temps long, depuis ses fondations, soit cette société qui impose sa culture d'accueil, tout simplement. Dans le respect, la diversité, dans le respect des valeurs. Je veux bien, mais on vous rétorquera que soyez bon apôtre et commencez par donner l'exemple. Vos ancêtres ont colonisé les Autochtones, alors pourquoi imposer votre unité aux nouveaux venus alors que vous ne l'avez pas fait avec les Autochtones auparavant? J'ai déjà entendu cet argument-là. Une excellente question. En effet, c'est un argument qui revient souvent. Oui. Et selon moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas non plus spécialiste de ces questions-là. Mais il y a quand même un certain consensus historique pour dire que, par exemple, l'approche française, les colons français, quand ils sont arrivés ici, l'approche française vis-à-vis des nations autochtones était très différente de l'approche anglaise ou l'approche espagnole. Infiniment mieux, surtout que Champlain est arrivé à fonder Québec 10 années après l'édit de Nantes, qui rétablissait la paix religieuse entre les catholiques et les protestants. Ça a beaucoup teinté son esprit de rencontre avec d'autres cultures. Je pense que oui. Puis d'ailleurs, justement, les recherches historiques nous montrent que Samuel de Champlain, son idée, c'était pas j'impose la France puis j'écrase les nations autochtones. C'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Et ça, il a dit plusieurs fois qu'il veut créer une sorte de nation mixte, des alliances avec les nations autochtones et la France. Et par ailleurs, ça, c'est même pas des débats ce que je suis en train de dire, là. Parce que parfois, il y a des gens qui vont dire, mais ça, c'est un débat en ce moment, mais non, c'est même pas un débat, c'est un consensus historique. Je rappellerai que, par exemple, suite à la guerre de conquête, je pense, si je me souviens bien, c'est Pontiac qui se battait, qui continuait de se battre contre les Anglais au nom du roi de France. Au nom du roi de France. C'était ce nom-là qu'il se battait. Donc, on voit qu'il y avait des alliances. Oui. Je vais juste terminer là-dessus. En anglais, la guerre de conquête s'intitule la French Indian War. Donc, autrement dit, les Anglais savaient que c'était une alliance entre les Français et les nations autochtones. C'est comme ça qu'ils ont vu la guerre. Ils ont vu une opposition face à une alliance franco-autochtone. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter quand on nous dit « Ah, mais vous avez écrasé les Amérindiens ». Il y a beaucoup de nuances à apporter là-dedans. Philippe Laurent, j'ai une petite question. Donc, le projet, donc cette idée de modèle d'intégration nationale porté par Jean-François Roberge, vous semble convaincante à la lumière de tout ce qu'on a raconté? Si elle est convaincante, je pense que c'est quand même des bons principes. Comme je disais, c'est quoi? C'est la primauté des lois sur la religion, la laïcité, l'égalité homme-femme. Il faut converger vers une culture, donc le français. Donc, pour moi, c'est tous des principes qui, selon moi, sont quand même relativement consensuels au Québec. Donc, à mon sens, c'est une très bonne chose. Et comme on a déjà dit, ça clarifie les choses. Cela dit, je noterai comme d'autres que face à la submersion migratoire qu'on nous sommes en train de vivre, et ça depuis plusieurs années, même si on fait une loi sur l'intégration, à mon sens, ça ne servira pas
Parce que là, maintenant, vous allez dans les écoles de Montréal, et parfois, on a envie de dire où sont les Québécois. À un moment donné, les jeunes se parlent en anglais dans les corridors. Oui. À un moment donné, sur une liste de 30 élèves, il y en a 2 qui ont un nom québécois d'ascendance canadienne-française. Oui. Donc, à un moment donné, si vous n'avez pas une force démographique, comment voulez-vous que les nouveaux arrivants convergent vers la culture commune si cette culture commune est rendue absente dans votre quartier, voire dans votre ville au complet? Donc, à un moment donné, moi, j'en veux même pas aux nouveaux arrivants. Eux, ils arrivent, puis ils se disent, bon, ben, c'est des enfants, des adolescents, ils veulent juste se faire des amis, puis là, les amis parlent en anglais. Donc, je comprends parfaitement leur attitude. Mais il faut que les Québécois retrouvent une certaine force démographique. Et en ce sens, il va falloir qu'on parle très sérieusement de l'immigration et de la natalité également. Là, vous allez vous heurter au lobby féministe, hein, Philippe Lorange. On en reparlera de cette question qui est brûlante quand même, malgré tout. Merci beaucoup, Philippe Lorange. Vous nous parliez donc de ce nouveau modèle québécois d'intégration nationale. À une prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Voilà, à venir sur nos ondes de Radio VM, Notre Monde dans 10 ans. On vous revient après la pause publicitaire.